ce chercheur, ce trouveur, cet inventeur qui, d'un télescope, d'une lentille, d'un élément, d'un reflet sur l'eau, recréer un monde. Ça, c'est le Claude que j'ai connu et que je garde à l'esprit. C'est le Claude qui rêvait de bâtir une tour ici derrière, parce qu'il adorait les villes italiennes, les tours de Lucca, les tours de San Gimignano, et qui se voyait pas pour dominer le monde, mais quelque part pour avoir une vue générale de tout ce qui vivait, de tout ce qui bougeait, de tout ce qui se créait, et d'en faire une sorte de synthèse. Et quand je pense à lui aujourd'hui, je me dis qu'il est dans sa tour et qu'il nous regarde. Ce qui était passionnant en étant dans l'atelier de Saint-Luc, chez Claude, c'était la façon dont il ouvrait le paysage, il ouvrait les fenêtres. Il nous obligeait à explorer, il nous obligeait à être toujours en état de recherche, de difficulté aussi, parce qu'il nous obligeait à changer de technique, à changer de format, à aborder autant le graphisme que l'illustration. Évidemment, la bande dessinée, c'était le cœur de l'atelier à Saint-Luc, mais il fallait aussi savoir faire de la typographie, il fallait savoir... Et c'est ça qui peut-être était le plus intéressant et pour moi le plus visionnaire, c'est qu'il a senti qu'il ne fallait pas seulement nous apprendre un métier, mais nous former à être capables de raconter des histoires sous toutes les formes possibles. Et je trouve que c'est visionnaire parce qu'au vu des difficultés que beaucoup d'auteurs de bande dessinée rencontrent aujourd'hui, et de financer la création, il a senti que, naturellement, presque intuitivement, qu'il fallait qu'on soit des auteurs polyvalents, multiples, comme il l'était. Ici, je passe en revue, c'est le 9e rêve qui a été la manière dont Claude a voulu faire passer ses étudiants vers le professionnalisme, et souvent vers la première édition, qui est toujours le premier pas difficile, en disant on veut cette première édition, on va vous l'offrir, on va nous l'offrir en quelque sorte, en créant cette revue qui a eu quelques éditions et qui avait dans la première 14 éditions complètes. Donc 14 étudiants ont pu créer et éditer leur première histoire, et des éditeurs se sont précipités sur certains, sur Sleuten, sur Berthet, sur d'autres. Et donc ça, c'est vraiment l'image de Claude, cette ouverture, cette disponibilité à écouter vraiment ce que l'étudiant avait à lui offrir, lui apporter les clés pour qu'il puisse aller plus loin dans sa propre voie. En fait, quand on a commencé des histoires à deux, il avait 10 ans de plus que moi, il avait beaucoup plus d'expérience, et j'ai énormément appris avec lui. J'ai appris à observer, j'ai appris à... Il y avait une démarche chez Claude de comprendre, d'essayer de saisir vraiment les objets, les formes, les corps dans leur intériorité. Et ça faisait que les dessins étaient vraiment, je dirais, construits, étaient chargés, tendus. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et je crois que je ne serais pas le dessinateur que je suis sans le fait d'avoir travaillé si longtemps avec lui. Ça m'a énormément appris sur un processus d'humilité, d'observation, et une intensité qui fait que je vois un dessinateur qui avait une curiosité permanente. Et c'est ce qui fait qu'il accumulait tout le temps des objets les plus divers, qu'il était un collectionneur de collections, parce qu'il avait alors la chance d'avoir tous ces objets autour de lui, de s'en nourrir, de pouvoir les dessiner dans les moindres détails. Et ça rend, je dirais, le travail de dessinateur passionnant, parce qu'il est toujours en évolution, et toujours en train de s'enrichir. Et cette maison qui devenait comme un immense cabinet de curiosité, elle était aussi le lieu d'émerveillement pour les gens qui venaient le rencontrer. Émerveillement sur son monde qui s'enrichissait comme ça infiniment. Le 9e rêve était quelque chose de nouveau, c'était un peu une bombe atomique dans le monde de la bande dessinée. C'était une série de jeunes iconoclastes avec des jeunes femmes, ce qui était quand même dans un monde assez misogyne, assez nouveau. Ici, il y a une planche de Chantal de Spiegeler, par exemple.
avec des jeunes inconnus qui allaient devenir des vedettes de la bande dessinée. Benoît Socal, par exemple, avec déjà une fable autour avec des animaux. Où on peut reconnaître quelques idées venant peut-être des idées de Franquin ou de René Haussmann, mais vraiment un parcours déjà très original. Et puis évidemment, l'élève qui a le plus marqué Claude, c'est Françoise Quétaine, puisqu'ils ont fait ensemble plusieurs albums, dont le premier album de bande dessinée de Claude, qui était Les Médianes de Symbiola. Et tout ça était déjà là, compact, dans cet album qui ne devait être qu'un album d'étudiant et qui est devenu quelque part un ouvrage mythique dans l'histoire de la bande dessinée. Mais donc voilà pour l'histoire du 9e rêve. Tiens, et à propos, voilà ici l'Alfred, la récompense suprême du Salon international de la bande dessinée d'Angoulême, que Claude et son équipe ont reçu pour l'édition du 9e rêve. Que ce soit en tant qu'affichiste ici pour une pièce d'Edward Bond, que ce soit en tant que décorateur, en tant que aussi concepteur d'univers urbain pour le Festival des Inattendus de Maubeuge, ou in fine pour entrer dans l'univers prégnant de Las Vegas pour faire les costumes et décors d'un show de Franco Dragone, qui est toujours opérationnel là-bas, le rêve. Claude était dans son univers, était dans son monde, et toutes ses créations se correspondaient, et tout son univers graphique entrait au service du metteur en scène ou du concepteur d'un projet de ce type de film. Il a aussi, avec François, réalisé les costumes et surtout les dessins de machines pour Judge Jekyll, pour un film culte qui s'appelle Gwendoline et les machines, je pense, et qui reste dans les mémoires de beaucoup, sans que ces gens sachent que Claude était à la manœuvre. Et ça, c'est vraiment lui rendre aussi cet hommage-là, que rien ne lui était étranger, qui touche au signe, à l'image et au graphisme.